Dans le chapitre 14, nous allons aborder le VIH ainsi que le sida. Dans les objectifs de ce chapitre, nous avons premièrement la définition du concept d'immunodéficience, ensuite la discrimination entre les immunodéficiences primaires et secondaires. Nous allons également distinguer le VIH et le sida. Nous allons relier le modèle de l'immunité à l'infection au VIH, ainsi que ses particularités en lien avec le fonctionnement de nos mécanismes de défense. Et nous allons expliquer l'infection au VIH et l'apparition de l'immunodéficience, donc son évolution vers le sida. Quelques faits par rapport au VIH et au sida. Premièrement, la notion la plus importante est que le virus de l'immunodéficience humaine infecte les cellules du système immunitaire et plus particulièrement les macrophages et les LTH. Donc, ce sont les cellules qui sont ciblées par ce virus. Ce qui fait que, justement, le terme SIDA, pour le syndrome d'immunodéficience acquise, fait référence au stade plus avancé de l'infection à VIH, lié à la destruction, justement, de nos macrophages et de nos LTH. Le VIH peut se transmettre de plusieurs façons. Les façons les plus communes sont les rapports sexuels non protégés, les transfusions de sang contaminées, le partage des aiguilles et seringues contaminées et finalement le passage du virus de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement au sein. Donc, ce sont tous des façons qui impliquent un transfert justement de liquide du milieu interne d'une personne infectée à une autre. Alors, commençons par la définition de l'immunodéficience, qui est l'incapacité du système immunitaire de se protéger adéquatement contre les agresseurs microbiens. Alors, l'immunodéficience primaire, qui est plutôt rare, est une absence ou une malformation des leucocytes, qui dérive habituellement de problèmes génétiques. Alors que les immunodéficiences secondaires résultent d'une maladie ou d'un traitement, comme l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs. Le sida est un des exemples d'immunodéficience secondaire, donc en lien justement avec la maladie, on a une perte d'efficacité de notre système immunitaire. Alors, le VIH infecte les macrophages et nos LTH, ce qui provoque leur destruction. Et comme ce sont deux leucocytes primordiaux dans le déclenchement des réactions immunitaires spécifiques, le VIH va justement entraîner une immunodéficience, donc qui va faire que l'organisme ne sera plus en mesure de se protéger adéquatement contre différents types d'agresseurs microbiens. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens qui meurent ne meurent pas du sida, mais d'infections liées justement à d'autres pathogènes auxquels ils ne peuvent plus se protéger adéquatement à cause de leur immunodéficience. Alors voyons la structure du virus de l'immunodéficience humaine. Donc, virus qui possède une enveloppe. Et sur cette enveloppe, vous voyez justement à sa surface des protéines représentées en rouge, qui sont donc les antigènes que notre système immunitaire peut reconnaître comme du non-soi. Alors, c'est aussi ces protéines qui servent à la première étape du cycle viral, soit l'absorption du virus au niveau de nos cellules. Donc, ce sont ces protéines-là, les protéines qu'on appelle GP120, qui sont spécifiques, qui sont capables de reconnaître certaines protéines à la surface de nos leucocytes. Ensuite de ça, nous avons à l'intérieur du virus la transcriptase inverse, donc qui est une enzyme qui permet de changer l'ARN du virus en ADN. Pourquoi on parle de cette enzyme particulièrement là? C'est qu'elle fait souvent des erreurs dans le processus de transcription et ces erreurs vont jouer un rôle clé dans la propagation justement du VIH et nos mécanismes de défense contre ce virus. Ensuite, nous avons l'intégrase qui permet d'insérer l'ADN du virus dans notre propre ADN
Donc, c'est une particularité justement de ce type de virus-là, c'est qu'il ajoute le matériel génétique à l'intérieur de notre matériel. Donc, une fois que les cellules sont infectées, bien, le matériel ne peut plus être retiré, il reste là pour le restant de la vie de la cellule. Et finalement, la protéase, qui est une protéine impliquée dans l'assemblage du virion pour fabriquer justement de nouvelles particules virales qui vont être relâchées à la fin du cycle viral, à la phase de la libération. Je vous rappelle que dans un cycle viral typique, à la première étape de l'adsorption, donc il y a des protéines au niveau du virus qui s'attachent à des protéines à la surface de nos cellules. À la deuxième étape, il y a la pénétration et la décapsidation. À la troisième, la réplication, donc on multiplie le matériel viral. À la quatrième phase, l'assemblage. Et finalement, la cinquième, la libération. Dans le cas du VIH, nous avons un cycle particulier qui possède une étape supplémentaire qui s'appelle la phase de latence. Donc, vous pouvez voir à la troisième phase du cycle, cette phase-là, phase de latence qui est donc une pause, un moment où il ne se passe rien dans la cellule qui est infectée. Alors, cette phase de latence varie d'une personne à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent, qu'on dit, séropositifs, qui restent positifs au VIH sans jamais développer le sida parce que le virus reste dans la phase de latence. Donc, il a inséré son matériel génétique dans notre ADN et jamais son matériel génétique n'est utilisé pour fabriquer de protéines virales. Qu'est-ce qui fait justement que d'une personne à l'autre, le cycle de latence ne dure pas la même période de temps? C'est selon l'endroit dans l'ADN où, justement, l'insertion du matériel viral s'est effectuée. Alors, comme c'est un processus aléatoire, si le virus s'est inséré à un endroit très utilisé dans notre cellule, bien, très rapidement, on va fabriquer ces protéines virales. Si le virus s'est intégré à une zone peu utilisée dans notre ADN, ça veut dire que peu souvent, on va utiliser cette zone et on va produire le matériel viral. Donc, il y a une question de hasard dans ce processus-là. Voyons plus particulièrement le mode d'action du VIH justement dans son cycle viral avec ses particularités. Donc, le virion en tant que tel, à la première étape, s'attache à une protéine spéciale à la surface de nos cellules qui s'appelle le récepteur CD4. Et le récepteur CD4 n'est présent qu'à la surface des macrophages et des LTH. C'est pour ça que ce sont les seules cellules dans notre organisme qui peuvent être infectées par ce virus. À la deuxième étape, il y a donc la décapsidation du virion qui se fait et son ARN est transformé en ADN avec la particularité de faire des erreurs dans cette étape. Troisième phase, justement, l'ADN est introduit dans notre ADN de nos LTH et macrophages. Dépendant de l'endroit où il est inséré, il peut rester en phase de latence pour une période indéterminée à la quatrième étape. Lorsque l'ADN viral est utilisé par nos cellules, il y a donc fabrication de nouveaux virions et assemblage de ces nouveaux virions qui, à la dernière étape, vont entraîner la mort de la cellule, donc la lyse, et va ainsi libérer plein de nouveaux virions qui vont pouvoir aller infecter d'autres cellules qui possèdent le récepteur CD4. La trithérapie, qui est utilisée présentement comme traitement pour le VIH et SIDA, empêche justement le virus de se reproduire. Donc, les cellules restent infectées. L'ADN viral est à l'intérieur de nos leucocytes, mais on empêche la production de nouvelles particules, ce qui fait qu'on ne peut pas à ce moment-là infecter d'autres leucocytes s'il n'y a pas la phase de libération. Voyons le mode d'action du VIH plus en détail avec un grossissement d'un leucocyte.
Donc, on voit à sa surface le récepteur CD4 qui a la forme spécifique pour le virus, justement, de l'immunodéficience. Alors, vous avez à la surface du virus les fameuses protéines qui sont compatibles avec le récepteur CD4 qui permet son absorption à la surface de la cellule hôte. Ensuite de ça, il y a pénétration à l'intérieur de la cellule. On a donc la transcriptase qui va faire son travail particulièrement mauvais de transférer l'ARN sous forme d'ADN. Et dans ce cas, justement, les mutations, les erreurs qu'il y a plus particulièrement, se situent au niveau de certains gènes du virus. Donc, ce qui fait que le matériel génétique qui va être utilisé pour intégrer notre ADN, ce que vous voyez ici, justement, lorsque l'ADN viral entre dans notre ADN, ben, cet ADN n'est pas exactement le même que celui qui était contenu dans le virus du départ, étant donné qu'il y a eu des erreurs, justement, qui ont été faites par la transcriptase. Ce qui fait que lorsque on va utiliser le matériel pour fabriquer justement des nouvelles protéines virales, ben, ces nouvelles protéines virales-là qui vont se retrouver à la surface des virions lors de la dernière étape du cycle viral qui s'appelle la libération. Alors, ces protéines-là ne seront plus les mêmes que les protéines qui avaient initialement, étant donné justement les erreurs qui ont eu lieu. Alors, ça concerne les protéines de surface du virion. Alors, si ces protéines changent, ben, ce sont justement les protéines que l'on utilise pour faire l'identification du non-soi. Alors, si justement les nouveaux virions sont différents du virus d'origine, ben, nos fameuses défenses immunitaires, principalement nos anticorps que l'on a produits, ne seront pas efficaces contre cette nouvelle forme. Alors, si les anticorps avaient la forme pour reconnaître les protéines initiales, elles n'auront pas la même forme nécessairement selon les types d'erreurs produits. Alors, ici, nous voyons un peu plus justement le mécanisme avec un lymphocyte T auxiliaire qui possède le récepteur CD4 à sa surface. Lorsqu'il arrive le virus de l'immunodéficience humaine, il va y avoir l'infection des LTH qui joue un rôle primordial dans nos mécanismes de défense. Alors, à partir du moment que le virus se reproduit à l'intérieur du LTH et s'accumule, ben, ça va faire que notre LTH, justement, va être infecté. Et ce qu'il y a de particulier qu'il faut se souvenir, c'est que toutes les cellules de l'organisme humain, alors, à l'exception évidemment des globules rouges, elles possèdent toutes nos cellules le même CMH1. C'est justement notre marqueur du soi, le CMH1. Donc, je vous rappelle, même s'il n'est pas dessiné sur le lymphocyte T auxiliaire, je vous rappelle qu'il y a justement un CMH1 à la surface de chacune de nos cellules, donc de nos LTH aussi. Et normalement, nos LTH présentent un antigène du soi. Dans le cas du LTH infecté, l'antigène qui est présenté est maintenant l'antigène viral, donc l'antigène du non-soi. Ce qui fait que cette cellule peut être reconnue par les autres cellules du système immunitaire et ben, le spécialiste pour reconnaître les cellules infectées et les détruire, c'est le LTC actif. Alors, s'il y a un LTC actif dont le récepteur est compatible justement avec la combinaison CMH1 et antigène du non-soi, ben, il va pouvoir le rencontrer et le reconnaître et justement libérer ces enzymes qui vont entraîner la destruction du lymphocyte T. Alors, on va ainsi perdre des LTH au fur et à mesure qu'ils sont infectés et détruits par notre système immunitaire.
ce qui fait qu'on va se retrouver avec de moins en moins de LTH, et c'est ça qui mène à l'immunodéficience, donc c'est ce qui mène au sida, parce que sans nos LTH, qui sont les déclencheurs des réactions cytotoxiques et humorales grâce à la libération de l'interleukine 2, ben, sans cette interleukine 2-là, il n'y a pas les autres réactions spécifiques. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il n'y a pas les autres réactions spécifiques contre tous les autres types de micro-organismes. Donc, que ça soit une grippe, un E. coli, peu importe le micro-organisme qui se présente, si on n'a plus les lymphocytes qui les reconnaissaient, on ne peut pas à ce moment-là déclencher nos réactions immunitaires contre ces antigènes du non-soi. Vous avez ici des figures de votre manuel qui montrent les relations justement entre nos différents mécanismes de défense. Alors, on a les interactions habituelles représentées avec les flèches, donc les flèches vertes lorsqu'il s'agit de conditions de déclenchement et les flèches bleues lorsqu'on a des interactions et qu'on augmente l'efficacité de certains mécanismes avec justement les principales façons de combattre l'infection au VIH avec les flèches rouges. Donc, lors de la première phase, au début donc de l'infection au VIH, nos mécanismes de défense font leur travail parce que justement, on a assez de cellules au niveau du système immunitaire pour faire les fameuses réactions spécifiques et non spécifiques. Lors de la deuxième phase de l'infection au VIH, c'est justement l'implication de la production de nouveaux virions qui ont une forme différente étant donné les erreurs qui se produisent par l'enzyme de la transcriptase, ce qui fait que les nouveaux virions n'ont plus les mêmes protéines à la surface. Donc, ces protéines, ce sont les antigènes que l'on reconnaît comme du non-soi. Les anticorps qui ont été fabriqués lors de la réaction humorale ne sont plus en mesure de combattre les nouveaux virions qui ont une nouvelle forme d'antigène à leur surface. Donc, nos anticorps reconnaissent un seul type d'antigène. Si l'antigène a changé, les anticorps ne sont plus efficaces. Et du même principe, les LTC, fabriqués avec la réaction cellulaire cytotoxique, les LTC reconnaissent notre CMH1 qui exprime un antigène du non-soi spécifique. Si cet antigène du non-soi-là a changé, les LTC qu'on a déjà de produits ne seront pas efficaces contre les nouvelles versions du VIH. Ce qui fait justement qu'on perd des mécanismes de défense qui ne sont plus efficaces dans cette situation lorsque le taux de lymphocytes T auxiliaires diminue au fur et à mesure qu'ils sont détruits par le cycle viral et par nos LTC qui détruisent nos propres cellules infectées. On se met à manquer de LTH pour déclencher les réactions spécifiques, puisqu'on se souvient que la condition de déclenchement, c'est rencontre et reconnaissance. Moins il y a de LTH, moins on a de chances de les rencontrer pour déclencher nos mécanismes spécifiques. Et vous voyez aussi sur cette image que le complément, comme il y a absence d'anticorps parce qu'on n'a pas déclenché les réactions spécifiques, le complément ne peut plus être utilisé, ce qui diminue beaucoup le nombre de mécanismes de défense pour lutter contre le VIH. Ici, ce que vous voyez justement, c'est dans le temps l'évolution de la courbe justement en bleu de nos LTH, le nombre de LTH qui diminue constamment dans le temps par le fait qu'ils deviennent des cellules infectées au VIH et ces cellules-là sont soit lysées lors de la phase de la libération du cycle viral ou détruites par nos LTC qui les reconnaissent comme des cellules infectées. Alors qu'en jaune, vous avez le taux sérique de VIH, donc le nombre de virus dans le sang,
Et vous voyez qu'initialement, nos LTH font très bien le travail en déclenchant nos réactions spécifiques. Les réactions spécifiques avec les plasmocytes qui produisent les anticorps et nos LTC, on est capable justement de bien contrôler l'infection, ce qui fait que le taux de VIH dans le sang diminue énormément. Mais à la dernière phase, lorsque le nombre de LTH est rendu tellement faible qu'on peut très peu déclencher nos réactions spécifiques, on voit que le taux de VIH augmente. Et vous voyez l'échelle qui est en termes d'années, donc c'est justement une infection lente, donc avec une évolution dans le temps qui dure très longtemps. Alors au début, il y a justement quelques symptômes possibles chez le patient. La plupart des symptômes apparaissent à la phase 2 par la présence d'infections de plus en plus persistantes, étant donné qu'on a de moins en moins de LTH pour lutter contre les autres types d'antigènes du non-soi. Et finalement, le seuil fixé est de 200 LTH par microlitre de sang. Lorsqu'il y en a moins que 200, c'est ce qu'on appelle l'immunodéficience. Donc, c'est à ce moment-là qu'on dit que les patients sont sidéens, donc ils souffrent du sida. Vous avez ici pour conclure un tableau qui vous aide avec l'étude de cas à la fin du chapitre 14. Vous pourrez utiliser justement ce tableau pour valider les informations lorsque vous aurez complété cette étude de cas pour vous préparer à l'examen final. Vous pourrez ainsi compléter justement les distinctions entre les deux types d'infections pour les différents types de réactions. Notez justement les formulations utilisées pour vous aider dans la façon d'écrire vos réponses.